Bonjour, aujourd'hui on part à la découverte d'une France un peu différente, loin de l'agitation des grandes villes. On va plonger au cœur de ce qu'on appelle les espaces de faible densité. Des régions qui ont un caractère bien trempé, un potentiel souvent sous-estimé, mais qui, vous allez voir, ont énormément de choses à nous raconter. Alors, quand on parle de cette autre France, de quoi s'agit-il vraiment? C'est la question qui va nous servir de fil rouge pour tout comprendre. Eh bien, pour commencer à répondre, il suffit de jeter un œil à cette carte. Ce que l'on voit en surbrillance, c'est ce que les géographes ont baptisé la diagonale du vide. C'est vrai que ça sonne un peu péjoratif, mais comme on va le voir, cette immense bande de terre qui traverse le pays est en réalité loin d'être vide. Allez, on entre dans le vif du sujet. D'abord, essayons de définir un peu mieux ces espaces. Où est-ce qu'on les trouve exactement sur la carte? Alors, ils s'étendent bien sûr le long de cette fameuse diagonale qui part des Ardennes pour descendre jusqu'aux Pyrénées en traversant tout le massif central. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi y ajouter tous les grands massifs montagneux, les Alpes, le Jura, les Vosges, sans oublier la Corse, et les très grandes forêts comme le massif des Landes. Ok, maintenant qu'on a bien situé ces territoires, regardons un peu à quoi ils ressemblent et surtout, qu'est-ce qui les fait vivre. C'est une histoire de paysages, des paysages qui ont été entièrement façonnés par la main de l'homme. Et là-bas, l'activité numéro 1, l'activité reine, c'est l'agriculture. C'est elle qui dessine l'environnement et elle a donné naissance à deux types de paysages ruraux qui sont vraiment très, très différents. Et voilà la grande différence. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'open field, les champs ouverts. Pensez à la Beauce par exemple, des parcelles immenses à perte de vue sans clôture. C'est typique des très grandes exploitations. Et de l'autre côté, c'est tout le contraire, le bocage. Là, on est plutôt dans la Creuse, avec de petites parcelles, bien délimitées par des haies, des bosquets et des fermes à taille plus humaine. Deux visions de l'agriculture, deux paysages. Mais attention, il n'y a pas que l'agriculture. D'immenses forêts recouvrent aussi ces territoires. Dans les Landes, par exemple, l'activité principale, c'est la sylviculture. En gros, c'est l'art de gérer la forêt pour exploiter le bois de manière durable. C'est une autre ressource naturelle qui est absolument fondamentale pour l'économie locale. Mais le plus important, ce n'est pas juste que ces régions produisent des matières premières. Non, ce qui est crucial, c'est qu'elles les transforment aussi, directement sur place, grâce à une industrie essentielle, l'agroalimentaire. Et c'est là que ça devient super intéressant. On voit se dessiner tout un écosystème économique local. La matière première est transformée juste à côté de là où elle a poussé, ça crée une chaîne de valeur complète. Les pommes de terre de Picardie deviennent les frites surgelées Mécain, les betteraves se transforment en sucre béguincé. Et c'est la même logique pour le bois. Celui du Jura devient des jouets Clairbois, celui des Vosges, le fameux papier Clairefontaine. On n'est plus juste dans la production, on est dans un vrai savoir-faire industriel qui est ancré dans le territoire. Bon, évidemment, tout n'est pas rose. Ces territoires sont confrontés à des défis majeurs et le principal, c'est une menace qui pèse lourdement sur leur avenir et leur vitalité, c'est la désertification. Le cœur du problème, vraiment le nœud de l'affaire, c'est la démographie. Ces espaces font face à un vieillissement accéléré, et parfois très brutal, de leur population. Et la conséquence directe de ça, c'est ce qu'on appelle la désertification. Alors non, ce n'est pas un désert de sable, bien sûr, c'est un déclin humain. Les jeunes s'en vont, les services publics, comme les écoles ou les bureaux de poste, ferment, les commerces mettent la clé sous la porte, et petit à petit, les villages se vident. Et comme si ça ne suffisait pas, à ce défi démographique vient s'ajouter une vraie fracture numérique. De nombreuses zones rurales sont encore ce qu'on appelle des zones blanches, c'est-à-dire avec un accès très mauvais, voire inexistant au réseau mobile et à Internet. À notre époque, c'est un frein énorme au développement. Mais attention, il ne faut pas croire que tout est perdu, loin de là. Face à ces difficultés, ces territoires ont aussi des atouts assez incroyables et montrent des signes d'une véritable renaissance. Alors voyons un peu comment ils sont en train de se réinventer. L'État, par exemple, a un rôle important à jouer. En créant des parcs nationaux, comme celui de la Vanoise, dès 1963, il fait d'une pierre deux coups. Il protège un environnement exceptionnel et en même temps, il stimule le tourisme. Et qui dit tourisme dit création d'emplois locaux dans l'hôtellerie, la restauration, les loisirs. Bref, de quoi permettre à des familles de rester et de vivre au pays. Et puis, il y a un phénomène vraiment fascinant, l'arrivée de nouveaux habitants, qu'on appelle les néo-ruraux. Ce sont souvent des gens entre 30 et 40 ans, des anciens citadins qui décident de tout plaquer pour s'installer à la vraie campagne, à la recherche d'une autre qualité de vie. Et attention, pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas juste un déménagement, c'est une révolution personnelle, un vrai changement de vie radical. On les voit se lancer dans l'agriculture bio, dans le maraîchage, l'artisanat, et ils redynamisent complètement les marchés locaux. Leur arrivée apporte une énergie nouvelle, de nouvelles compétences, et ça redessine la vie de certains villages. Un autre atout incroyable de ces régions, c'est leur patrimoine. Et quand on dit patrimoine, c'est très large. Ça peut être un château, un village ancien, mais aussi un savoir-faire gastronomique, comme un fromage de terroir.
C'est tout cet héritage du passé que les gens sur place veulent à tout prix préserver et valoriser. Et pour faire briller ce patrimoine, il existe un outil super malin, le label. C'est une sorte de certificat de qualité, une distinction officielle qui vient reconnaître et garantir la valeur d'un site ou l'excellence d'un produit. Et des labels, il y en a de toutes sortes. Il y a le label Les plus beaux villages de France, qui est un aimant à touristes. Il y a le fameux label rouge pour les produits alimentaires de qualité. Et bien sûr, il y a les AOC et AOP qui protègent un savoir-faire local et garantissent son origine géographique. Tout ça, c'est un levier économique absolument formidable. Alors, au final, est-ce qu'on assiste à une véritable renaissance de ces territoires, portée par de toutes nouvelles dynamiques, ou est-ce que c'est simplement un sursis, une parenthèse, avant que les défis structurels ne reprennent le dessus? L'avenir de cette autre France est en train de s'écrire sous nos yeux, et il est sans doute bien plus complexe et passionnant qu'on ne l'imagine. La question, elle, reste ouverte.